êtes ici pour essayer de comprendre sur les deux monuments que vous avez en face de vous. Alors, celui-ci et celui-ci. Celui-ci pose pas de problème, c'est une église traditionnelle, hein, mais celui-ci en pose davantage. Alors, est-ce que vous savez d'abord pourquoi ce monument est important? Maison natale de Saint-Bernard. Donc Saint-Bernard est né ici. Mais vous imaginez bien que la maison de Saint-Bernard où il est né, elle ne ressemblait pas à ça. Alors comment on en est arrivé? Eh bien il faut, et alors là il va falloir beaucoup d'imagination, revenir 1000 ans en arrière. Eh bien il faut savoir que jusqu'au XIe siècle, Fontaine n'était absolument pas ici. Parce que, de quoi les gens ont besoin pour vivre? De l'eau. Or l'eau ici, il n'y en a pas. Ça a toujours été un problème. Il faut creuser à 25 mètres pour obtenir de l'eau ici. Donc, jusqu'au XIe siècle, les gens, ils vont là où il y a l'eau, c'est-à-dire vers le Suzon. Et la première communauté de Fontaine, elle est installée là, et lorsque la Bourgogne se christianise, eh bien, ils bâtissent une église, qui est l'église Saint-Martin-des-Champs, et qui se trouve boulevard Général Fauconnet. À partir du Xe, XIe siècle, le duc de Bourgogne il veut renforcer son pouvoir à Dijon, et pour le renforcer, eh bien, il faut qu'il contrôle les accès. Or, pour contrôler un accès, quoi de mieux qu'un point en hauteur? Donc la colline de Fontaine, très très intéressante pour construire un château qui permettrait de contrôler l'accès de la route de Troyes. Et il confie la tenure du château à un monsieur, un de ses fidèles, qui s'appelle Tesselin-Leroux. Toujours est-il qu'en 1090, il est là, ça c'est sûr, et il est marié à Alette de Montbard, et là, ils vont avoir 7 enfants. Et parmi ces 7 enfants, il y en a un qui est plus singulier que l'autre, c'est Saint-Bernard. Saint-Bernard, il avait l'âge de cette petite fille quand il est parti de Fontaine. C'est-à-dire que Saint-Bernard à Fontaine, on n'en sait pas grand-chose. Si ce n'est qu'il a dû jouer là et s'entraîner pour être chevalier, puisque son père était chevalier, mais on n'en sait rien d'autre. Donc ce château militaire, il reste militaire jusqu'au XVe siècle. XVe siècle, pas un descendant de Saint-Bernard, bien sûr, mais de la famille de Saint-Bernard, meurt sans enfant, et il va donner par testament la partie qu'il possède du château pour faire une chapelle à Cîteaux. Ah, mais le duc de Bourgogne, pas question d'avoir Cîteaux aux portes de Dijon. Donc, comme c'est un fief, c'est-à-dire un domaine militaire, leur dire vous n'avez pas le droit, et le roi lui donne raison. Donc, Cîteaux ne peut pas avoir la maison natale, mais la chapelle est construite. 1613, nous sommes après les guerres de religion, le catholicisme est en train de se réformer et la monarchie absolue est en train de s'installer. Donc, vous avez un ordre qui s'appelle les Feuillants, et qui va donner son nom à cette place, qui va acheter le château de Fontaine. Et une fois qu'il va avoir acheté ce château, il va transformer le domaine qui était un domaine militaire en domaine religieux. C'est-à-dire il va en faire un monastère avec une église. Et il va constituer tout un domaine. Arrive la Révolution. La Révolution, un beau bâtiment tout neuf, vous imaginez 50 mètres de long avec des belles charpentes qui ont été données par le roi Louis XIII qui viennent de Cîteaux, les entrepreneurs, c'est très bon pour eux. Donc ils achètent le château, les terres sont vendues à des agriculteurs et ils le démantèlent. Mais ils le démantèlent jusque, vous voyez où se trouve la 3e arcade, parce que les parties qui se trouvaient derrière les arcades étaient louées. Alors on en avait fait une écurie, une forge, un cellier, etc. Et puis, bon, ça reste comme ça, c'est acheté en 1821 par quelqu'un qui met un toit sur les chapelles en particulier, c'est-à-dire sur l'ancienne église des Feuillants.
Et puis arrive 1841. Entre 1789 et 1841, il n'y a plus du tout de culte dans la maison natale. Et puis c'est un chanoine qui rachète ça et qui veut redonner son lustre au site. Ben, elle n'a pas beaucoup de sous, hein. Donc il répare plus ou moins, hein, mais il rétablit le culte. Ça c'est très important. Et il a la bonne idée en 1868 de s'allier, de s'associer avec deux personnes dont une est très riche. C'est l'abbé de Bretonnière. L'abbé de Bretonnière, pour les Dijonnais, c'est celui qui a fondé l'école Saint-François de Sales. Et parallèlement à l'école Saint-François de Sales, il va restaurer la maison natale. Et il va s'associer avec un architecte, qui est un architecte parisien, pour nous donner cet aspect-là. Alors on crache beaucoup sur le 19e siècle. C'est un gros tort. Parce que les gars, ils pensaient. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pensé. Alors, on va résumer. À l'origine, 1090, qu'est-ce qu'on a ici? On a un château. Bretonnière dit, eh ben, on va montrer que Saint-Bernard est né dans un château. Donc, la tour d'entrée, on va la surélever, on va la munir de machicoulis, et on va bien montrer que c'était un château. Ensuite, on avait l'église des Feuillants. L'église des Feuillants, elle date de 1619. Donc, que va faire Bretonnière? Il va mettre à l'avant un portique parce que son but, c'est de rétablir les pèlerinages. 1890, c'est le 8e centenaire de la naissance de Saint-Bernard. On voit aussi très grand. On va lui faire un monument. Et ce monument du centenaire, c'est ce qu'on appelle la basilique. Alors, ce n'est pas une basilique, elle n'a jamais été consacrée, mais tous les gens l'appellent basilique. Pourquoi? Parce que c'est une église de pèlerinage, plus exactement une chapelle de pèlerinage. Et on va construire ce monument dans le style Saint-Bernard, entre guillemets, c'est-à-dire roman, néo-roman. Et on arrive, vous voyez la corniche, là, en dessous du toit, on arrive à cette corniche-là. Quand il y a une succession de problèmes, d'abord l'évêque ne peut pas, il ne s'entend pas du tout avec Bretonnière. 1901, c'est la loi sur les associations. La société qui n'était pas une congrégation est assimilée à une congrégation. Et 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc le donjon, il est là. C'est une tour un peu rectangulaire. Et c'est là que Saint-Bernard est né, puisque les seigneurs de Saint, plus exactement ici. C'est la raison pour laquelle les Feuillants, lorsqu'ils sont venus installer dans l'église, ont considéré que l'endroit le plus important, c'était celui-ci, là où est né Saint-Bernard, et qui était déjà la chapelle qui existait du XVe siècle. Et ils ont utilisé des salles qui étaient dans l'ancien château pour faire leur église. Donc ici, chapelle Saint-Bernard, là, ils ont construit pour faire leur chœur, et ici, comme Saint-Bernard est toujours lié à la Vierge, ils ont fait une chapelle de la Vierge. Et donc c'est la fondation où on voit Louis XIII ici. Autre chose que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que ces colonnes, si on a pu les remettre après la Révolution, alors qu'elles avaient été ôtées, c'est que dessous, il y avait des inscriptions. Et ces inscriptions, elles demandaient toutes la même chose. En 1619, la France avait besoin d'un dauphin. Anne d'Autriche n'arrivait pas à avoir d'enfant. Donc, il y a des vœux à Saint-Bernard sous toutes les colonnes, pour à Saint-Bernard, à la Vierge, etc., pour avoir un enfant.